Peut-être donc dire que au nom du LABERS, le laboratoire de sociologie de Brest, du LABLEX, laboratoire de droit de Brest, et puis de la communauté mixte de recherche, on est heureux de vous accueillir au sein de l'Université de Brest pour cette deuxième journée de réflexion autour de la place des familles et des proches dans l'exercice des droits humains des personnes vulnérabilisées par la vieillesse, la maladie et le handicap. Ce Cap Lab, il prend la place dans une communauté mixte de recherche qui se veut croiser les savoirs scientifiques et les savoirs d'expérience et fait se rencontrer des personnes concernées, des professionnels, des bénévoles et militants associatifs et des chercheurs et chercheuses et parfois, souvent, des personnes avec plusieurs casquettes. Ce Cap Lab, il est aussi organisé à Brest, après Toulouse, Lyon, Marseille, entre autres. Brest, où nous avons une tradition de recherche-action, notamment dans notre laboratoire de sociologie, notamment sur les questions que nous abordons ensemble. L'approche en termes de droits humains que nous portons repose sur ce énoncé dans la Convention internationale des droits des personnes handicapées, la CIDPH, notamment son article 19 intitulé « Autonomie de vie et inclusion dans la société ». Et nous interrogeons, à travers ces droits, nous interrogeons leur application, leur promotion, leur mise en œuvre, leur existence, leur effectivité, l'idéal qu'ils portent, mais aussi leurs entraves et les renoncements qui peuvent être repérés. Et dans ça, ce qui nous intéresse dans les journées d'hier et d'aujourd'hui, c'est la place que tiennent les proches, les parents et la famille dans toutes ces dynamiques autour des droits. Alors j'ajouterais aussi que ces réflexions en termes de droits, elles prennent une autre dimension ou un écho particulier à l'heure où l'égalité des droits est remise en question à tout niveau par l'extrême droite, pour une vision paternaliste au mieux de la place des personnes vulnérabilisées par le handicap, la vieillesse et la maladie. Cette analyse n'engage que celle qui l'a dit. Hier, certaines d'entre vous ont demandé une explication du choix d'illustration de l'affiche, si tu veux mon regard, de l'affiche de cette journée. Et donc, je prends le temps de le faire. Ce choix, il est le résultat du travail de l'infographiste de la faculté, Yves Guillaumard, qui nous a présenté l'affiche avec ces mots, je le cite. « J'ai fait le choix pour l'illustration d'un tableau de Frida Kahlo. » Alors, je ne parle pas espagnol, mais c'est El Camión. C'est le premier tableau qu'elle a peint après l'accident qui l'a rendue handicapée et qui représente le bus qui l'a accidenté. Comme en plus le sujet est un groupe de personnes qui pourraient être des proches ou une famille, j'ai pensé que le choix était à propos. Voilà le mystère éclairé. Voilà, alors d'un point de vue organisationnel, aujourd'hui, on a 4 sessions d'échange sur la journée. Ce matin, comme vous le voyez sur le programme, à la fin de cette session, vous aurez le droit à une pause qui permettra de prolonger nos échanges autour d'un café-thé qui se déroulera à côté de la table d'accueil que vous avez vue ce matin là, dans le forum et comme hier. Et puis, vous devrez, à la suite de cette pause, choisir entre 3 ateliers. Un atelier aura lieu ici, les 2 autres dans 2 salles qui sont juste derrière. Voilà. Voilà, je laisse la parole à Chantal Bruno de l'ASC Cap Droit pour la présentation de notre session et je vous souhaite une journée aussi riche que possible. Merci. Bonjour. Donc nous sommes ensemble pour parler d'inclusion scolaire, professionnelle et dans le milieu de vie, des professionnels et des institutions qui replacent les parents. Dans un premier temps, nous entendrons M. Hugo Dupont, chercheur en sociologie au laboratoire Gresco de l'Université de Poitiers, sur les enseignants et travailleurs médico-sociaux face au droit à l'inclusion scolaire. Je vous présente tout le monde et puis après... en second lieu, l'expérience du travail en cuisine centrale dans le cadre d'un ESAT éphémère, une dynamique inclusive qui déplace la mère du travailleur, par Liliane Pelletier, chercheur en sciences de l'éducation, laboratoire éducation, culture, politique, Université Lyon Lumière 2. Ce n'est pas dans le bon ordre, mais bon. Et enfin, nous entendrons Thomas Dufranc, juriste à la MDPH 29, sur la place des familles dans l'accès aux droits et compensations dans les démarches auprès de la MDPH.
Donc, Monsieur Hugo Dupont. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je redis merci pour l'invitation, hein. J'ai déjà eu l'occasion de le dire hier, mais merci beaucoup pour cette invitation. Et puis, je suis vraiment content d'être. Je redis le plaisir que j'ai à être là dans un colloque où s'échangent autant de points de vue. C'est très intéressant. Donc, merci encore. Alors effectivement, moi, j'ai travaillé il y a quelque temps sur ce que j'ai appelé la déségrégation des enfants handicapés issus de milieux, issus des établissements spécialisés. Voilà, vous le savez, il y a une réforme de transformation de l'offre, hein, c'est comme ça que s'appelle la circulaire du 2 mai 2017, qui veut transformer l'offre, dans lequel il est relativement explicitement écrit qu'il faut diminuer le nombre de places en établissement spécialisé pour ramener les enfants ou pour éviter que les enfants soient orientés en établissement spécialisé ou pour les ramener en l'école ordinaire, entre autres choses bien sûr. Donc j'ai essayé de travailler là-dessus. C'est d'ailleurs l'objet du livre qui est sur la table là-bas. Je profite pour faire un peu ma pub. Donc n'hésitez pas à le consulter et puis moi, je serais ravi d'en discuter avec vous. Donc là, je vais présenter une petite partie de cette enquête. C'est le moment où j'ai vu des parents issus dont les enfants sont orientés ou sont susceptibles d'être orientés en établissement spécialisé et qui s'y opposent au nom de leurs droits et du droit de leur enfant à l'inclusion scolaire. Et j'ai pu remarquer que ça ne se faisait pas tout seul, c'est-à-dire qu'il y avait une réaction des travailleurs sociaux et des enseignants qui, pour le coup, étaient relativement alliés sur cette question-là. Voilà, donc c'est quelques cas, c'est pas la majorité de ce que j'ai observé, mais c'est quelques cas où se pose la question de savoir qu'est-ce qui prédomine, l'avis des travailleurs sociaux, qui pensent que l'établissement spécialisé est mieux pour l'enfant, ou le droit le plus strict des parents d'exiger une scolarité ordinaire pour leur enfant. Voilà, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Alors, vous le savez, mais je redonne un peu quelques éléments de contexte. À la fin du siècle dernier, on a le passage du paradigme médical au paradigme socio-environnemental pour la définition du handicap. D'accord ? C'est-à-dire, c'est plus le syndrome, la déficience, la singularité, l'altérité, ou on l'appelle comme on veut, hein, ça dépend des textes, qui fait handicap. Voilà, c'est plus le fauteuil roulant qui fait handicap, c'est l'escalier qui fait handicap, en gros. Bon. Eh bien, ce changement de paradigme, nous dit Anne Révillard, là aussi, il y a un excellent livre qui est sur la table là-bas, nous dit que, eh bien, il a constitué un puissant ressort de revendication de droits pour les personnes handicapées dans une optique égalitaire. Et donc, ces 20 dernières années, les politiques publiques en faveur des enfants handicapés et de leurs familles ont proclamé progressivement de nouveaux droits les concernant. Le premier, donc, on en a beaucoup parlé, et c'est même un objet central de ce colloque, c'est le droit à l'autodétermination via leur reconnaissance comme experts de ce qui les concerne et de leur participation, notamment lors de la conception et la mise en place de leur propre parcours d'accompagnement, dont fait évidemment partie le mode de scolarisation. Le second, c'est le droit à une éducation en milieu scolaire ordinaire, via la thématique donc, de l'école inclusive, de l'école accessible, etc. Et de nombreux parents d'enfants orientés en établissements spécialisés se sont appropriés ces nouveaux droits, c'est ce que j'ai pu observer, et souhaitent désormais le maintien ou le retour de leur enfant au sein de l'institution scolaire ordinaire. Et donc l'objet de cette communication, c'est d'analyser la façon dont les enseignants et les professionnels médico-sociaux, lorsqu'ils ne sont pas d'accord, réagissent dans leur pratique à ces évolutions juridiques et donc aux volontés d'inclusion scolaire des parents. Et donc, ce sont les modes de légitimation de l'orientation spécialisée qui ont dû évoluer. Voilà, pendant des décennies, le simple diagnostic d'une déficience intellectuelle, par exemple, ou motrice, ou sensorielle, ou psychique, pouvait suffire à justifier auprès des parents l'orientation vers le spécialisé. Eh bien, désormais, il faut individualiser l'appréciation en définissant les besoins particuliers d'accompagnement afin de produire le consentement parental. Je reviendrai sur cette notion de consentement. J'en dirai 2 mots. La question est donc de savoir comment l'impératif collaboratif entre parents et professionnels, valorisé à l'école et au sein du travail social dans les discours, et exigé par de nouvelles règles juridiques, eh bien, comment cela s'applique pour définir les modes d'accompagnement
et des enfants handicapés orientés dans l'établissement spécialisé. Alors, dans un premier temps, je vais exposer les raisons pour lesquelles les professionnels médico-sociaux et scolaires résistent au désir des parents. Ça me permettra, dans un deuxième temps, de faire état des arguments mobilisés, des procédés de dissuasion utilisés pour à la fois contrer la prétention scolaire des parents et contrer leur consentement à l'orientation spécialisée. Et puis, je pourrais ainsi rendre compte, et je vais expliquer cette notion, ce concept même de drame du travail social, qui est issu d'un vieux sociologue qui s'appelle Everett Hughes. Je vais essayer d'en dire deux mots, mais c'est vraiment un drame social du travail qui est en jeu lorsque les professionnels scolaires et médico-sociaux sur le terrain argumentent pour faire renoncer aux parents leur projet d'inclusion scolaire. Alors c'est une réflexion qui s'appuie sur 2 années et demie d'enquête. L'objectif, c'était vraiment de comprendre la façon dont se prennent des décisions de réorientation d'enfants handicapés issus d'établissements spécialisés, dans un contexte, je l'ai dit, où l'injonction à l'inclusion en milieu ordinaire s'intensifie. Voilà, donc j'ai mené des observations dans les 3 lieux principaux où se discute la question de la rescolarisation d'enfants handicapés, c'est-à-dire au sein des établissements spécialisés eux-mêmes, donc ITEP, IME principalement, lors de réunions régulières des équipes pluridisciplinaires évaluatives au sein des MDPH et puis au sein de CDAPH. Donc c'est une présence régulière et sur le long terme qui m'a permis d'échanger avec les différents acteurs, qu'ils soient parents, travailleurs sociaux. Donc travailleurs sociaux, c'est directeurs d'établissement, chefs de service, éducateurs, médecins, psychologues, etc. ou fonctionnaires de l'éducation nationale, des inspectrices, des enseignantes spécialisées, des conseillères pédagogiques, etc. Alors je viens à mon propos. Un sociologue de l'éducation, Daniel Tin, observait déjà il y a quelque temps que dans le contexte de l'orientation des enfants de milieux populaires vers des lycées professionnels, nous remarquons qu'enseignants et travailleurs sociaux doivent aujourd'hui affronter l'élévation des aspirations scolaires des jeunes comme des parents et le fait qu'elles entrent en contradiction avec les possibilités objectives de les satisfaire. C'est un petit peu la même chose que j'observe aujourd'hui pour les enfants handicapés. Pour des raisons différentes et complémentaires, et dans une certaine alliance objective, en fait, on a ces 2 types de professionnels, travailleurs sociaux et enseignants, qui peuvent s'opposer à une inclusion en milieu scolaire ordinaire. Alors, les enseignants, quand on les interroge, ils évoquent souvent, et quand on observe leurs conditions de travail, c'est objectif, c'est pas seulement leur ressenti à mon sens, les enseignants évoquent, et là il y a plusieurs enquêtes, qualitatives ou quantitatives, je peux renvoyer vers des enquêtes de collègues, sociologues, qui éprouvent une difficulté quant à l'accueil d'un enfant handicapé dans leur classe. Les comportements inappropriés du point de vue scolaire, bien sûr, du point de vue scolaire, et imprévisibles de certains enfants fragilisent leur capacité à réaliser leur métier dans les conditions imposées par l'institution. Et donc ils évoquent un dérèglement de l'ordre scolaire qui remet directement en question l'organisation de leur travail. Et la réponse institutionnelle à ces dérèglements est l'incitation, voire l'injonction à l'individualisation de la relation pédagogique par le recours à la différenciation pédagogique, sans pour autant, et c'est bien là le problème pour eux, sans pour autant que ne soient revues les conditions dans lesquelles ils exercent. L'inclusion des enfants handicapés doit se faire à moyen, à effectif, à moyen constant, à effectif d'élèves constant, à rythme d'apprentissage constant, tout en respectant le principe d'égalité de traitement entre tous les élèves. Cette réalité est perçue donc comme contradictoire et source d'alourdissement de leur charge de travail, tout en prenant le risque de réduire la qualité d'enseignement pour l'ensemble des élèves de la classe, d'autant plus que, évidemment, ça ne va pas sans une forme de responsabilisation, voire de culpabilisation des enseignants par leur tutelle. Donc parfois, effectivement, le travail nécessaire à l'accueil d'enfants issus d'établissements spécialisés, surtout ITEP, semble insurmontable à des enseignants déjà mis en difficulté par des contraintes qui s'exercent sur leur capacité à enseigner à l'ensemble de leurs élèves, les classes surchargées, la lourdeur des programmes, la difficile régulation de l'ordre scolaire dans certains établissements, etc. Et à cela s'ajoute la difficulté de gérer des inclusions seulement partielles impactant la planification pédagogique de l'enseignant.
Ça, c'est les enseignantes d'un côté. Alors, les travailleurs médico-sociaux ont tendance parfois à relativiser l'objectivité des parents sur la situation de leur enfant et donc sur le choix d'orientation qui serait le plus profitable. C'est-à-dire que quand on interroge certains travailleurs sociaux sur voilà, telle mère a exprimé la volonté que son enfant aille à l'école, vous avez l'air réticente, dites-moi pourquoi. Eh bien, ou quand on lit aussi des écrits de travailleurs sociaux, c'est aussi dans les écrits, les choix qu'ils font, que les parents font pour l'accompagnement et la scolarisation de leur enfant peut être une manifestation irrationnelle due à leur souffrance, décrite comme inévitable. Et donc le travail des travailleurs sociaux n'est donc pas seulement de leur permettre de faire des choix, mais aussi de les accompagner, y compris psychologiquement, afin qu'ils soient en capacité de faire les bons choix. Donc nous voyons comment l'avènement du droit à l'autodétermination vient compliquer finalement la tâche des professionnels, qui y voient un risque de perte de contrôle des trajectoires médicales et scolaires des enfants handicapés. Et on a par exemple Philippe Chabaroche, qui est auteur de livres sur le milieu médico-social et qui écrit que les tiers institutionnels que sont les directions, les médecins, les psychologues doivent pouvoir faire écran et accueillir cette souffrance des parents sans qu'elle vienne nuire à la capacité des professionnels du quotidien d'accompagner l'enfant. Donc vous voyez cette ambivalence entre ils ont le droit à l'autodétermination, mais attention, leur souffrance leur fait faire des choix qui sont parfois irrationnels, et on doit pouvoir faire écran afin de pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions. Donc vous voyez que la souffrance parentale risque de leur faire de mauvais choix au nom de leurs droits, et c'est la raison pour laquelle il faut garder le contrôle pour le bien des enfants. Alors, c'est là où j'en viens au concept de drame social du travail, c'est-à-dire que finalement, là, on est dans un exemple assez classique de drame social du travail, c'est-à-dire, donc là je le définis, différence fondamentale entre la situation de ceux qui demandent un service et la situation de ceux qui le fournissent. Pour les parents, le parcours scolaire de leur enfant est crucial, unique, lorsque le travailleur social peut avoir déjà étudié une trentaine de dossiers similaires depuis le début de la semaine. Et donc, ce dernier doit rester objectif, garder sa capacité à accompagner mieux l'enfant, en proposant à ses parents l'orientation qui lui semble la plus judicieuse lorsque les parents cherchent à faire valoir la singularité subjective du cas de leur enfant. Et sur le terrain, cet exemple de drame social du travail s'observe assez aisément. La volonté de rescolariser un enfant orienté préalablement en établissement spécialisé peut poser un problème de reconnaissance d'un savoir professionnel. Comment accéder à la demande parentale lorsqu'elle leur paraît inconsidérée, au regard des singularités de l'enfant appréciées méthodiquement et des conditions de scolarisation offertes localement? Parce que là encore, les conditions de scolarisation peuvent dépendre aussi d'un contexte local. Donc la crainte est de mettre l'enfant en échec, en souffrance, disent-ils souvent, et accepter un tel risque, d'une part, va à l'encontre d'un ethos professionnel revendiqué qui consiste précisément à l'inverse, à venir en aide et à accompagner des personnes en souffrance psychologique et sociale vers un mieux-être, et d'autre part est souvent vécu comme une remise en cause de la qualité de leur action professionnelle. Et donc ils réagissent parfois en déconsidérant la parole parentale. Je pourrais vous donner des exemples, j'ai des verbatim, mais je n'ai pas le temps de les donner, mais je pourrais en donner, parce que évidemment, je n'invente pas tout ça, j'ai des verbatim à la pluie. Donc on voit comment le droit à l'inclusion met les enseignants en difficulté lorsque l'impératif collaboratif fragilise l'identité professionnelle de travailleurs sociaux. Et cette réalité explique l'alliance objective de ces deux métiers, afin de dissuader quelquefois, évidemment, je fais un focus sur ces cas-là, mais j'ai essayé de comprendre ce moment-là, mais parfois ça se passe très bien, évidemment. Mais voilà, ça explique un petit peu cette alliance objective de ces deux métiers pour dissuader des parents de recourir à leurs droits via la mobilisation conjointe de la notion de besoin. Et là, j'en viens à la notion de besoin qui, me semble, est opposée à celle de droit. Dans les différentes réunions dans lesquelles les parents sont conviés, ces réunions se révèlent être des moments où finalement s'évaluent les capacités parentales à percevoir les difficultés de leur enfant et leur degré de collaboration. Ces vérifications se font par l'intermédiaire d'une argumentation consistant donc à opposer l'existence de besoins extrascolaires à la volonté, au droit à l'inclusion revendiqué par les parents. L'objectif est d'introduire la question des besoins d'accompagnement
Et en faisant ça, les travailleurs sociaux cherchent à ce que les parents partagent ce qu'ils présentent comme des simples constats, hein, pour les faire entrer dans leur logique argumentative. Et finalement, un des enjeux de ces réunions est de savoir si les parents ont bien intégré l'existence de besoins d'accompagnement particuliers chez leur enfant. Et ce n'est qu'à cette condition qu'ils seront considérés comme conscients de la réalité, fiables et donc dignes de collaboration. La notion de besoin renvoie à la détermination d'actes nécessaires, hiérarchisés, dont il n'est pas possible de faire l'économie sans aggraver une situation psychique, une situation scolaire, une situation sociale. Définir les besoins est un processus technique, parce que pluridisciplinaire, mettant en jeu une diversité de champs, des soins médicaux, des soins psychologiques, éducation ou rééducation, pédagogie, etc. Et donc y recourir situe les échanges sur le terrain de l'expertise technique, pédagogique, psychologique, médicale, qui est évidemment davantage maîtrisée par les professionnels. C'est même pour ça que ce sont des professionnels. Et donc si le droit donne une légitimité aux parents, placer les interactions sur le terrain du besoin permet de redonner l'avantage aux professionnels qui revendiquent ce savoir technique spécialisé qui s'affirme comme savant, objectif, reléguant donc les paroles des parents à une subjectivité émotionnelle et mise dans un contexte qui peut trahir une situation de vulnérabilité et de désorientation. Et en ramenant systématiquement la discussion aux besoins dont les professionnels ont le monopole de la définition, ces derniers créent une distance et un rapport de force avec les parents en valorisant l'objectivité de l'exercice technique au détriment de la subjectivité des parents. Et c'est là où j'en viens à la différence entre consentement et choix. Finalement, ce que je crois avoir compris du travail de travailleurs sociaux, c'est de faire consentir les parents. C'est-à-dire, ok, c'est eux qui ont le dernier mot, donc il y a ce que François Sicot appelait déjà il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, le travail de la demande. On travaille la demande des parents pour chercher leur consentement à ce qui leur semble être, aux travailleurs sociaux, la meilleure solution, le meilleur accompagnement. Et c'est là où je fais une différence entre consentement et choix. Quand on consent à quelque chose qui a été construit sans nous, avant, et on nous l'explique, et on nous dit qu'est-ce que vous en pensez. Alors que le choix, on est vraiment beaucoup plus acteur de la solution, et le droit permet d'imposer notre choix. Donc, on en revient à la description finalement d'un drame social du travail tel que conceptualisé, c'est très bien, par Everett Hughes, c'est-à-dire que l'habileté et l'expérience des travailleurs sociaux nécessaires au traitement d'un cas parmi d'autres obligent à une attitude distante, objective, afin de proposer l'orientation la plus adéquate. Et c'est une attitude qui s'oppose au caractère crucial, subjectif de ce même cas du point de vue des parents. Les travailleurs sociaux mettent en œuvre des procédés pratiques et discursifs pour garder le contrôle sur le choix d'orientation qui leur semble le meilleur pour l'enfant. Ils tentent donc de sauvegarder la maîtrise des conditions dans lesquelles ils exercent leur travail pour assurer la mise en œuvre de leur savoir technique. Donc l'objectif est de sauvegarder la primauté de leur expertise face à sa désormais possible remise en cause par des parents qui, forts de nouveaux droits, deviennent revendicatifs. Et donc ils peuvent parfois compter sur les enseignants pour les aider à convaincre les parents d'accepter le destin de leurs enfants. Voilà, j'arrête là parce que j'ai plus de temps. Mais voilà, je voulais vraiment essayer de vous montrer, de déconstruire les moments de conflit finalement, et essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment chacun a sa légitimité, la légitimité technique, professionnelle d'un côté, la légitimité du droit de l'autre, et comment parfois cela s'oppose quand les besoins s'opposent au droit. Voilà, je vous remercie beaucoup. Liliane Pelletier, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la préparation des plats, puisque nous allons entendre parler de l'expérience du travail en cuisine centrale dans le cadre d'un ESAT éphémère, une dynamique inclusive qui déplace la mère du travailleur. Lentement.
Merci beaucoup Chantal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais d'abord vous demander si vous m'entendez bien à ce niveau-là et si, voilà, s'il n'y a pas de souci. Je démarrais, comme Hugo, par des remerciements pour cette organisation et ma participation. Merci de m'avoir invité. Et puis démarrer aussi sur la question de la transformation de l'offre, mais cette fois, ça va être la transformation de l'offre, celle des ESAT, et la place que prend le droit à l'emploi ordinaire, la place que prend aussi la question du désir et des attentes associées à celle de besoins, pour reprendre les propos d'Hugo, hein, et cette question des besoins que je considère aussi comme, en tout cas, une notion piège au sens où l'entend Jean-Yves Le Capitaine. La contribution que je vais vous proposer, elle s'inscrit dans une recherche participative, une recherche de type que je qualifie de type avec, j'en dirai plus tout à l'heure, sur l'expérimentation d'un ESAT éphémère qui a été présenté lors du CapLab de mars 2022 à Lille et sur lequel je vais revenir aujourd'hui avec forcément des résultats un petit peu différents 2 ans après, puisque cette recherche s'inscrit dans la durée. Elle s'inscrit avec l'idée aussi de co-construire des aménagements d'environnement de travail et bien au-delà du poste de travail, et bien en entier sur la chaîne d'accessibilité qui vont du recrutement de la personne en situation de handicap jusqu'à l'évolution de sa carrière tout au long de sa vie en emploi ordinaire. Donc on est bien au-delà de la question d'aménager les environnements sur le poste de travail, même si c'est une des premières étapes sur lesquelles nous travaillons. Je m'appuie ici évidemment sur la Convention relative aux droits des personnes en rappelant que le handicap résulte à la fois de l'interaction entre des personnes qui présentent des déficiences, mais aussi des environnements qui présentent des barrières comportementales et des barrières environnementales qui font obstacle à la pleine et entière participation sur la base de se dire que la société, pour reprendre la phrase choc de Charles Gardou, que la société n'est pas un club et qu'il n'y a pas possibilité de l'utiliser et d'en faire usage que si on est parmi les privilégiés. Je vais organiser mon propos en 3 parties. La première, ça va être de dire un peu qu'est-ce que c'est que ça, que cet ESAT éphémère, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas. Puis je présenterai l'expérience d'un travailleur en particulier que nous appellerons Guy, qui était travailleur usager d'ESAT pendant de nombreuses années, qui a découvert le travail effectivement dans une cuisine centrale d'un établissement du secteur médico-social. Et surtout, mon propos s'arrêtera sur les effets que produit cette expérience sur sa maman et les formes de déplacement à travers le discours que l'on verra tout à l'heure. Accompagner ce projet, hein, c'est vraiment de se dire que l'idée de l'ESAT éphémère, c'est un bout d'ESAT, on va dire, qui va se déplacer en entreprise et qui va s'immerger en entreprise pendant un temps. Et l'ESAT, au bout d'un certain temps, ne disparaît pas, mais s'efface au profit de l'accompagnement d'autres personnes qui vont, dans l'environnement, permettre les accompagnements qui avaient été mis en place par l'ESAT au départ. C'est donc une co-construction de relais avec l'écosystème, avec Cap Emploi, avec les dispositifs d'emploi accompagnés, avec les structures de formation. On va dépasser largement le microsystème entre l'ESAT, l'entreprise et le travailleur pour aller au-delà vers des éléments beaucoup plus du mésosystème. C'est une recherche pour expliquer ce que c'est que cet ESAT, c'est une recherche participative, donc où on a cherché ensemble avec un certain nombre de personnes et de partenaires dans cette aventure, un ESAT tout particulièrement. L'expérimentation se passe sur l'île de la Réunion, dans un territoire situé dans le sud de l'île,
avec 2 entreprises majoritairement, Carrefour, qui est situé, enfin un magasin Carrefour qui est situé dans le sud, et un ensemble de franchises qui sont portées par une société qui s'appelle Locatex et qui a à sa charge, dans la logique d'accès à un contrat direct, qui a à sa charge un certain nombre d'accompagnement de travailleurs en situation de handicap à Sport 2000, à Promonet, Orchestra et Gémeaux. Donc on est sur 4 enseignes différentes, 4 franchises qui sont sur le marché réunionnais. Donc 3 types de partenaires, un collectif de recherche qui est pluricatégoriel dans ces formats de recherche de type AVEC. Donc dans ce collectif, nous y trouvons évidemment des professionnels, professionnels issus du secteur médico-social, professionnels issus des entreprises, mais aussi des travailleurs et des chercheurs du laboratoire éducation culture politique, du laboratoire ACTE à Clermont-Ferrand et aussi du laboratoire ICAR à La Réunion. Donc, c'est une recherche qualitative, ce qui signifie que nous ne sommes pas sur de la quantité de travailleurs, avec une recherche d'indicateurs quantitatifs pour voir combien il y a de travailleurs qui sont inscrits dans les entreprises, mais plutôt un travail très qualitatif et qui s'inscrit dans la durée, puisque cette expérimentation et cette idée des ATT éphémères a démarré en 2018 pour prendre véritablement appui et devenir autre chose qu'une idée avec une expérimentation en chair et en os, si je peux me permettre de le dire comme ça, en 2021 et avec 8 travailleurs accompagnés depuis. Donc on va s'intéresser à un travailleur en particulier. La philosophie générale de ce projet, elle est de donner la parole à chacun, y compris aux professionnels de l'entreprise, évidemment aux personnes en situation de handicap, avec cet exercice des droits en toile de fond dans la mise en place de la dynamique inclusive. C'est vraiment l'idée d'un processus plus que d'un protocole qui serait à mettre en place de façon identique pour tous les travailleurs. C'est quelque chose qui va se jouer dans la singularisation, dans la personnalisation, je dirais, au lieu de dire individualisation peut-être. La transformation, je ne vais pas m'y arrêter trop. Je vais simplement redire que dans le projet de recherche, ce qui nous a intéressé au travers de l'accompagnement de ces 8 travailleurs, c'est de repérer les obstacles et les facilitateurs d'un parcours professionnel inclusif, de s'appuyer d'abord sur la question de la mise en accessibilité du travail pour le travailleur au sein de l'entreprise dans laquelle il prend place et de pouvoir explorer les mécanismes inclusifs au sein de l'entreprise parce que finalement, on va voir que ça va transformer, bien entendu, à la fois les travailleurs, mais aussi les personnels et professionnels des entreprises, y compris celles des ESAT. On a fait un travail de type ethnographique, ça veut dire que l'immersion en entreprise est accompagnée par un moniteur d'atelier qui est lui aussi immergé en entreprise et qui réalise des journaux de bord pour voir ce qui est aménagé, ce qui est transformé, les ruptures qui se font et qui se jouent, les difficultés qui sont rencontrées à certains moments donnés et les leviers qui sont trouvés ensemble pour pouvoir aménager le poste de travail, accompagner le travailleur tout au long de sa journée et sur les questions aussi des déplacements bien avant qu'il soit arrivé en situation de travail. On a une démarche ethnographique, mais on a aussi un travail d'analyse de l'activité, puisque c'est ce dont je vais vous rendre compte par l'expérience de travail en milieu ordinaire, dont je vais vous parler tout de suite maintenant, avec des vidéos qui sont utilisées, enfin des films qui sont des captations vidéo qui sont prises en situation de travail pour les travailleurs qui ont accepté de jouer le jeu. La première année, en 2023, nous avions 3 travailleurs sur les 8 qui ont accepté qu'on vienne les filmer. On a bien dit aussi la dimension symbolique de l'observation et surtout quand on arrive, entre guillemets, armé d'une caméra, c'est quelque chose qui peut être parfois très violent. Donc on a eu 3 entretiens d'autoconfrontation après, je vous en parlerai par la suite. Et à l'issue de ça, on a fait une rencontre en novembre avec tous les travailleurs
les 8 qui ont eu des expériences en milieu ordinaire. Et sur les 8, 5 sont prêts maintenant, nouveaux, à avoir des entretiens et à être filmés dans les entreprises. Cette expérience, moi, je vais vous parler, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Ouais. Bon, alors, je crois que ça dérape. Oui, alors, normalement, il doit y avoir des diapos, parce que ça, c'est la dernière, normalement. On peut pas revenir en arrière? Il n'y a pas d'autre. Ouais, si tu peux remonter peut-être. Non, ouais. On en est. Ouais. Voilà, on en est là. Alors, donc si. Je ne sais pas si on va y arriver. Oui, ouais, c'est super. Oui, alors je vais vous revenir faire un petit tour en avant et puis après revenir en arrière. En novembre 2023, je suis allée à La Réunion, j'ai rencontré les 8 travailleurs et je leur ai demandé lors de l'entretien si chacun dit ce qu'il a gagné de cette expérience, qu'est-ce qu'ils répondent. Et c'était intéressant de voir que les réponses étaient très plurielles, mais qu'il y avait quand même consensus à faire, qu'il y avait une idée de développement de la confiance en soi pour chacun. Et que pour certains autres, la question des proches et du rapport avec les proches était important. C'est le cas de Pierre qui dit qu'il a repris et qui le trouve que c'est le fait d'être allé en milieu ordinaire a changé complètement sa façon d'appréhender sa vie de couple avec sa femme et comment maintenant elle a trouvé aussi son rythme et elle a accepté ses horaires puisqu'il n'est plus du tout sur les horaires d'un ESAT. Et surtout, on va parler maintenant de Guy qui dit que lui, ce qu'il a gagné, c'est le courage avec ses parents. Il peut peut-être dire des choses à ses parents, il peut parler à sa maman parce que sa mère est contente de lui et de son travail. Alors, Guy, on va donc approcher un petit peu Guy. Guy est un travailleur d'ESAT au départ. Hein. Il a fait la demande de pouvoir travailler en milieu ordinaire. Et pour préparer ce travail, on a en juin 2021, donc on remonte le temps, on a en juin 2021 procédé à une première étape qui est celle de la rencontre avec l'équipe de la cuisine centrale d'un établissement. On a commencé à essayer de leur présenter ce qu'était un ESAT éphémère et en quoi ça pouvait permettre à Guy de s'inscrire dans un nouveau parcours professionnel en milieu ordinaire, l'idée étant de mettre à profit un petit peu son profil et ses compétences et partir de ses capacités et non pas de ses incapacités. Et pour ça, pour le mettre en confiance, a été mis en place un stage d'immersion en entreprise, un stage d'observation pour travailler d'abord à comprendre qui était cette entreprise, où il allait se situer, comment il allait se repérer dans l'organisation, dans le matériel qu'il allait avoir à prendre en main, de repérer les locaux, de comprendre les collègues, de s'appuyer sur une découverte aussi de son tuteur. Et en même temps que lui, a été immergé le moniteur d'atelier qui, lui, avait donc en charge de pouvoir mieux repérer les contraintes de ce nouveau métier et les ressources qui pouvaient être mises à disposition pour pouvoir aménager l'environnement de travail. Ce qui a permis et ce qui a conduit à Guy de commencer son travail en novembre comme agent de restauration mise à disposition dans un premier temps. On a sur ce premier journal de bord du moniteur d'atelier qui découvre l'environnement en même temps que Guy, il dit, je reprends ce qui est écrit dans son journal de bord, « Guy est volontaire et dynamique, mais sa compréhension est difficile et s'il y a plus de 2 consignes en simultané.
il est dépendant de son tuteur en général, et particulièrement ici, et il réalise les tâches qui lui sont données une par une. Donc ces premières observations montrent un certain nombre de difficultés, mais ce qui est important, c'est de dire aussi qu'il est volontaire et dynamique dans son travail. Et on va mettre en place, par rapport à ça, des aménagements vont être construits avec Guy et avec le tuteur de l'entreprise, un planning adapté, une signalétique avec des codes couleurs, des fiches techniques aussi adaptées et la planification de ses congés, puisque Guy n'est plus en ESAT, il est en milieu ordinaire, donc il a le droit à des congés et il a le droit d'organiser ses congés en fonction de ça. Ensuite, il va y avoir des formations qui vont lui être proposées au cours de sa mise en immersion. Et ce qui est très important dans son parcours, c'est que Guy a un projet de vie. Guy voudrait ouvrir un restaurant avec ses parents. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite dire. Lui, il dit que quand il va être diplômé, puisque dans ce projet, il y a aussi un travail de diplomation dont il parle ici dans le journal de bord, qui est celui de la reconnaissance des acquis de l'expérience, donc la RAE, et qui travaille avec nous dans ce projet, Différents et compétents réseau étant partenaire du projet. Il est vraiment dans un processus de normalisation en disant qu'après, ça va changer beaucoup de choses dans sa vie, de pouvoir être diplômé. Donc ce travail de diplomation est quelque chose d'important. Alors on voit Guy en situation de travail ici. On a les deux enquêteurs qui sont allés le filmer en situation de travail. Je vérifie que vous avez bien la bonne diapo. On a, techniquement parlant, repéré des épisodes. Vous voyez ici qu'il y a noté épisode numéro 1, puisqu'on a fait le repérage d'épisodes qui vont servir ensuite lorsqu'on va faire un entretien avec lui dans le compte-rendu. Donc on est allé à la rencontre de Guy qui nous a permis en novembre 2023 ensuite de faire un entretien d'autoconfrontation. Donc cet entretien d'autoconfrontation, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie méthodologiquement qu'on va reprendre ces épisodes que vous voyez en haut de la diapo et en contrebas, vous avez une capture d'écran des deux enquêteurs qui sont donc des collègues de l'île de la Réunion qui sont allés faire l'autoconfrontation. Donc on montre à Guy ces épisodes et Guy nous parle de ce qu'il fait en situation de travail, de ce qui lui est facile, de ce qui lui est difficile. Et il y a aussi tout un travail d'autoconfrontation à partir du cahier photo réalisé tout au long de la mise à disposition. Alors, je vous rappelle qu'à la question « Qu'est-ce que vous avez gagné à travailler en milieu ordinaire ?» Guy a répondu « Le courage avec les parents. Maman, elle est contente de moi. Elle, de mon travail. » Donc, pour en arriver à la maman, je vais essayer en 2 minutes de vous dire un petit peu ce qui se joue. La mère de Guy, lorsqu'elle voit pour la première fois le travail réalisé par son fils dans la cuisine centrale, sa première réaction est la suivante. Vous le voyez sur la diapo, mais je vais le lire, en tout cas en lire une partie. Ben, ça m'épate quand même parce qu'il a bien retenu ce qu'on lui a montré. Si vous avez oublié un truc, il va vous le dire, mais c'est pas mal. Je suis contente d'avoir vu les images. Ouais, parce que là, je vais pouvoir en parler avec lui. Autrement dit, ce travail de repérage à partir de la vidéo permet de déplacer la maman en voyant son fils en situation et de pouvoir réaliser pourquoi. Eh bien, par exemple, le fait qu'il ait des Kleenex plein les poches est lié au fait qu'on lui demande un certain soin, une certaine hygiène, et donc qu'il nettoie régulièrement l'ouvre-boîte avant d'utiliser la machine, et il met dans la poche les Kleenex que sa maman retrouve lorsqu'elle nettoie ses vêtements. Un autre étonnement de la maman, c'est lorsque on lui montre un deuxième extrait et que cet extrait, elle voit son fils en train d'utiliser le robot mixeur qu'il a sur l'épaule ici et qui est un appareil qui fait énormément de bruit. Donc gros et avec beaucoup de bruit. Et si on voit un petit peu le regard que porte Guy sur la situation, il est très souriant, il n'est pas du tout craintif, contrairement à ce que la maman note, elle, dans son verbatim, en disant normalement il est craintif, ah oui, un bruit, un machin, alors que lui, elle se dit être obligée de lui dire quoi faire, comment faire quand elle est à la maison. Donc ça déplace
déplace aussi le regard qu'elle porte sur son fils en situation de travail, en le comparant aussi à une situation à la maison. Et on observe ici l'autonomie de son fils qui lui permet de comprendre qu'il est différent dans d'autres types de situations et que l'environnement est donc facilitateur ou peut entraver un certain nombre de choses. On est vraiment entre cadre, mise en place d'un cadre et mise en place de la protection que l'on voit ici à nouveau dans ce verbatim. Mais c'est surtout cette tension qui s'opère sur lequel je vais m'arrêter par rapport au restaurant dont on a parlé tout à l'heure. Quand le chercheur en entretien va questionner la maman en lui disant que Guy nous a appris qu'il voulait ouvrir un restaurant avec elle, elle répond ce que vous avez sur la diapo. Ah non, parce que j'étais crêpière, moi. Oh là là, non, pas à mon âge. Ouvrir un restaurant, mon Dieu, non. Mon pauvre garçon, je veux bien te donner un coup de main. Donc on a ici une tension qui s'opère, un lien entre son âge et son expérience professionnelle d'avant, qui fait lien avec ce que nous a dit son fils. Mais par contre, elle ne ferme pas la porte au projet, mais cela la met en tension par rapport à la suite. Alors, je ne vais pas avoir le temps de passer les autres diapos pour vous parler des autres formes de déplacement de la maman. Mais ce qu'on peut dire sur les effets produits par le processus inclusif, ça met à jour, on va dire, trois types de processus. Un processus d'abord de subjectivation, prendre des décisions, s'organiser, s'adapter et prendre en compte les contraintes du milieu. Pour Guy, ça c'est quelque chose qui a été identifié sur 14 épisodes, qu'on a pu identifier la prise de pouvoir du sujet et le développement personnel conduit à penser que l'ordinarité ouvre sur de nouveaux horizons pour Guy, tandis que pour sa maman, le fait de pouvoir voir son fils en situation de travail par le biais de l'autoconfrontation et des films produits permet de repérer des écarts entre vie professionnelle et vie à la maison, du désaccordage, comme le disait Françoise hier, et des effets collatéraux de l'ordinarité pour terminer. Et je vous remercie beaucoup. Je veux bien récupérer. Merci. Donc maintenant, nous allons entendre Monsieur Thomas Dufranc, MDPH 29, sur la place des familles dans l'accès aux droits et compensations dans les démarches. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie en tout cas pour l'invitation ici à Brest. Donc, je suis représentant de la MDPH, je suis juriste et chargé de mission auprès de la direction de la MDPH. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît la MDPH, au moins de nom, j'imagine. Pour certains, c'est quelque chose une boîte noire, ça peut être quelque chose un peu de flou. Pour d'autres qui connaissent bien, parce qu'ils gouvernent chez nous, je vois Monsieur Dubois, par exemple. La MDPH, c'est une compétence territoriale sur le département qui est pilotée par le conseil départemental principalement. Et c'est le guichet unique pour l'ouverture des droits. Des droits, par exemple, des orientations en ESAT, comme on a pu l'entendre, des droits pour l'inclusion scolaire sur des droits particuliers, du style accompagnement par une aide humaine, une orientation vers les IME, etc. Dans mes propos introductifs, je vais parler un peu du contexte de la MDPH du Finistère pour tout de suite enchaîner sur le sujet. À titre d'information, sur le département du Finistère, nous avons 10% des Finistériens qui ont un droit ouvert à la MDPH. Ça représente à peu près 94 000 personnes. Il faut savoir qu'on a une augmentation en 2023 des dépôts de dossiers MDPH qui s'explique par différents facteurs liés aux réformes juridiques. Voilà. Il y a aussi une activité, une augmentation, enfin un changement d'activité. On a des relations avec les usagers. Donc les deux précédents sujets, en fait, ce sont des sujets qui sont quotidiens pour les personnes en situation de handicap, pour nous aussi, entre orienter vers un droit qui est adapté et le choix de la personne, exprimé dans son projet de vie notamment. Et comment on concilie ces deux choses et comment on accompagne vers ça. Donc il y a tout un tissu territorial qui peuvent accompagner vers des différents droits. Donc aujourd'hui, le sujet pour moi, c'est la place des familles, notamment des aidants pour l'accès aux droits. C'est un élément extrêmement important pour nous.
différents regards. Alors effectivement, les familles généralement accompagnent les personnes dans un dossier MDPH. Alors j'en ai pris quelques-uns si certains sont intéressés pour voir concrètement à quoi ressemble un dossier MDPH. Ça peut faire peur au premier abord parce que c'est un dossier qui est conséquent en nombre de pages. Voilà, ça demande des fois un accompagnement particulier. Généralement, pour les mineurs, je fais une petite précision parce que on le fait, les personnes ne le savent pas toujours. Pour les mineurs, ce sont bien les deux parents qui disposent de l'autorité parentale qui font le dossier MDPH. Ce n'est pas un parent seul. C'est-à-dire que dès que l'enfant a ses deux parents qui disposent de l'autorité parentale, il faut que ce soit les deux parents. Pour les personnes majeures, parce que ça arrive souvent, les jeunes majeurs notamment, on sait que les parents ont l'habitude d'accompagner les jeunes majeurs dans les démarches, mais c'est bien aux majeurs de signer le dossier MDPH et l'aidant souvent ou la famille accompagne. D'ailleurs, peut apposer aussi sa signature, il n'y a aucun problème. Mais il faut être vigilant là-dessus sur les domaines de signature et de compétences. Bon, sur la constitution du dossier MDPH, il y a un dossier style administratif et un dossier médical. Le remplissage du dossier MDPH, c'est la possibilité d'ajouter un projet de vie, d'ajouter les particularités liées à son handicap, c'est-à-dire comment la personne vit au quotidien, comment l'aidant l'aide au quotidien, et qu'est-ce qu'elle attend de la MDPH et quel droit elle attend de la MDPH. Ce projet de vie est très intéressant pour nous quand on évalue les droits. Donc il y a une équipe pluridisciplinaire qui évalue et ensuite une commission qui décide. L'équipe pluridisciplinaire, elle est composée de médecins, infirmiers, ergothérapeutes, psychologues, etc. Donc dans ce projet de vie ou dans le dossier MDPH, il y a une possibilité de demander des droits précis. Mais la MDPH va faire une évaluation globale du dossier. C'est-à-dire que nous sommes compétents dans la scolarisation, dans l'insertion professionnelle, dans l'insertion sociale, entre guillemets, et comment on peut vivre à domicile. Même si la personne nous vise un droit particulier, nous, on va évaluer de manière globale. On peut aussi ajouter des droits qui ne sont pas demandés. Donc, des fois, ça peut surprendre les personnes. Donc, on accompagne les familles, on accompagne les personnes pour leur expliquer pourquoi on leur attribue, par exemple, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Dans ce dossier de demande MDPH, il y a une dernière partie qui est consacrée aux aidants. C'est important pour nous, notamment quand on va évaluer le taux d'incapacité, donc c'est un des critères pour accéder à certains droits, et pour évaluer le besoin, notamment aussi en aide humaine. Pourquoi c'est important pour nous ? Parce que nous, on réalise une évaluation non pas sur une pathologie précise, mais plutôt sur les conséquences du handicap, sur la vie sociale de la personne, sur sa vie professionnelle, scolaire, mais aussi les retentissements sur la vie familiale. Et ça, c'est un élément à prendre en compte. Donc c'est vrai que les éléments exprimés par les aidants, par les familles, sont des éléments vraiment précieux pour l'équipe d'évaluation. Nous, ça nous permet d'avoir un panorama vraiment complet de la situation pour évaluer au mieux et proposer des droits qui sont adaptés. La seconde pièce grosse pièce du dossier MDPH, c'est le certificat médical. Donc effectivement, comme vous le savez, il peut y avoir des difficultés d'accès pour aller chez le médecin, pour remplir ce certificat médical. Certains médecins ne sont pas forcément enclins à renseigner correctement ce CM, alors que c'est la pièce maîtresse du document. Moi, j'invite toujours les familles, les aidants, à accompagner les personnes en situation de handicap chez leur médecin et de prendre connaissance avant d'arriver chez le médecin du certificat médical. Parce que ce certificat médical va coter les capacités des personnes. Ça va être par exemple la capacité de marche. Est-ce que la personne elle est autonome ou est-ce qu'elle a un besoin d'accompagnement ? Est-ce que dans les relations sociales, elle a besoin d'être aiguillée ? Est-ce que pour son hygiène de vie, etc. Donc à notre sens, pour que le certificat médical soit le plus précis et soit le plus proche de la réalité,
il est important que la famille en prenne connaissance et vraiment échange avec le médecin. Je sais que certaines familles ou certaines associations préconisent même de pré-remplir le certificat médical. Pas le signer à la place du médecin, ni modifier son certificat médical, attention, parce que au niveau pénal, c'est pas engager leur responsabilité. Mais bon, voilà, de vraiment prendre connaissance et indiquer au médecin les différentes difficultés. Une fois que le dossier est constitué et déposé à la MDPH, il va être évalué. Au moment de l'évaluation, dans un certain nombre de dossiers, notamment les plus complexes, la MDPH va prendre attache auprès de la famille, va prendre attache auprès de la personne en situation de handicap. On développe de plus en plus de visites à domicile pour rencontrer en fait les personnes sur leur lieu de vie. Voilà. Vu qu'on a amélioré nos délais de traitement, on peut se permettre maintenant d'améliorer notre qualité de service. Et ça, c'est un facteur important qui est demandé aussi bien par les familles que par les élus. Et donc, lors de cette évaluation, justement, lors de ces rencontres, on va affiner l'évaluation sur les temps de besoin de présence d'aide humaine, sur comment aménager leur logement, etc. Donc, ces temps-là, c'est vrai que c'est important aussi que la famille soit présente pour préciser les besoins de la personne, en sachant que c'est bien évidemment la personne qui exprime ses propres besoins lorsqu'elle est en capacité. Les décisions de la MDPH, elles sont prises par une commission, par la CDAPH, qui est composée d'élus, de représentants associatifs, de syndicats, enfin, de l'éducation nationale quand ça concerne des dossiers enfants, et de plusieurs autres membres, de l'État notamment, et autres organismes. Il faut savoir que les personnes peuvent venir en commission pour, notamment lorsqu'elles ne sont pas d'accord avec la proposition du plan de compensation par rapport aux droits qui sont attribués, elles peuvent venir en commission. Elles peuvent venir notamment accompagner des personnes. Ça nous arrive, par exemple, on a eu 2 commissions cette semaine, et systématiquement, on a eu des personnes qui étaient accompagnées de leur famille, des fois accompagnées d'un avocat ou d'une association aussi, ça peut arriver. Et en fait, c'est vrai que ces échanges permettent aussi d'éclairer la décision de la commission, notamment sur le choix. Tout à l'heure, on parlait sur le choix pour un parcours inclusif au niveau scolaire. Je me souviens d'un dossier en début de semaine où il était proposé une orientation vers un IME pour un enfant et une orientation alternative vers le milieu ordinaire avec un aménagement spécifique. Et en fait, lors des échanges entre la famille et la commission, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un aménagement qui était mis en place pour permettre à l'enfant de se développer au milieu ordinaire. Donc le choix de l'orientation en IME, il faut savoir que les parents n'étaient pas du tout prêts. Aussi pour cette orientation, ça c'est important, a été supprimé au bénéfice d'un aménagement plutôt scolaire avec un étayage complémentaire. Après les décisions, donc une fois que les décisions sont prises, la personne reçoit des notifications, des droits ou des refus. La famille peut accompagner la personne en situation de handicap dans la mise en œuvre de ses droits. Ça va être par exemple dans tout ce qui est inscription dans les établissements, parce qu'on parlait du milieu protégé, mais le milieu ordinaire est rattaché à la personne. En fait, tout le monde peut travailler en milieu ordinaire, il n'y a plus besoin de notification MDPH depuis la loi plein emploi. Donc si la personne elle a des droits MDPH, des orientations vers des établissements, mais c'est son choix à elle de s'inscrire ou non vers ces établissements. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'obliger à s'inscrire. Pour les autres droits, notamment financiers, il y a des flux d'informations qui sont envoyés aux caisses. Donc, la MDPH n'est pas un organisme qui verse les prestations, c'est un organisme qui ouvre. Donc nous, on n'a aucun intérêt à refuser un droit. Ça va être la CAF qui va verser l'allocation pour l'enfant en situation de handicap ou pour l'adulte, ou le conseil départemental pour la prestation de compensation. Donc voilà.
La personne, si elle n'est pas contente, si elle n'est pas satisfaite de la réponse de la MDPH, elle peut contester cette décision. Généralement, c'est fait d'ailleurs avec la famille, pas toujours, mais ça arrive quand même fréquemment. Lorsqu'elle conteste, il faut qu'elle envoie cette contestation, on parle de recours administratif, à la MDPH, pas au tribunal, parce que le tribunal n'est pas compétent dans un premier temps. Lors de cette contestation, j'invite les personnes à déposer des nouvelles pièces ou à argumenter leur situation. C'est-à-dire que contester en disant « je ne suis pas d'accord avec la décision de la MDPH », ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, dire « je ne suis pas d'accord avec la décision de la MDPH parce que mon aidant m'aide, par exemple, à faire la toilette, j'ai mon infirmier qui passe, qui peut le constater via une attestation ou autre, parce que j'essaie de m'insérer vers l'emploi, mais je n'ai pas réussi, je suis accompagné par Cap Emploi, etc. » Ça, ce sont des éléments précieux pour nous et on peut modifier éventuellement la décision via la commission. Voilà. Si la personne n'est toujours pas d'accord avec la famille, elle pourra saisir le juge par la suite qui tranchera sur le litige. Voilà. Un peu sur la place de la famille. Après, il faut savoir que nous, à la MDPH du Finistère, on essaye de développer aussi tout ce qui est rendez-vous primo-demandeurs, par exemple, pour les premiers dossiers MDPH au niveau de la scolarisation, pour accompagner les parents sur les différents droits, parce qu'effectivement, c'est pas simple de se repérer sur qu'est-ce qu'il y a un IME, un ITEP, une AESH, enfin un AESH, du matériel pédagogique adapté. Il y a plein de sigles différents. Les parents, généralement, sont orientés par l'école lorsqu'il n'y a pas de rupture de parcours, parce que ça peut arriver aussi malheureusement, mais ne savent pas forcément tous les dispositifs, tous les aménagements qui peuvent être mis en amont avant de saisir la MDPH, parce que l'école a aussi ce devoir-là d'adapter lorsqu'elle peut, lorsqu'elle a les capacités de le faire, d'adapter au niveau scolarisation, d'adapter le contenu proposé à l'élève. Donc voilà, on essaye de développer ça et on fait aussi des rendez-vous mensuels. Donc ça, il faut contacter la MDPH pour au niveau de l'insertion professionnelle, au niveau de la vie quotidienne. Et là, on accueille la personne en situation de handicap, la famille, pour échanger avec eux, soit à la MDPH, soit en visio, par téléphone, peu importe. Voilà. On essaye de développer aussi les outils de communication, justement, parce que c'est important. On a un site internet qui est mis à jour très régulièrement sur les différents événements, sur les actualités. En ce moment, ça va être la période scolarisation pour la prochaine rentrée, qui nous anime beaucoup avec un calendrier scolaire et des demandes multiples de la part des familles. Donc voilà, la place de la famille, elle est importante dans la constitution du dossier MDPH, dans les échanges avec les MDPH et dans la suite aussi des décisions. Et ce n'est pas parce qu'une MDPH a pris une décision plus ou moins longue que cette décision ne peut pas être changée. En fonction du contexte, de l'évolution du handicap de la personne, on pourra toujours modifier les différentes propositions. Voilà, j'ai fini les propos. Merci. Nous allons passer aux questions dans la salle. Florian. Le micro. En attendant que le micro arrive, je suis ravie d'entendre parler d'une MDPH de cette sorte. Il me semble que ça devrait être un modèle qui pourrait être répliqué dans tous les départements. Merci. J'aimerais avoir confiance aux propos que vous nous avez tenus, mais j'ai l'impression que vous nous avez vendu du rêve. Moi, je fais partie des APDIS et on a des parents qui nous appellent en pleurs tous les soirs, que ce soit des parents d'adultes, des parents d'enfants. Et là, vous nous dites que tout est beau, tout est rose. C'est gentil. Pourquoi aujourd'hui on a affaire à des avocats pour régler des conflits? Si tout est beau et rose. Pourquoi vous nous dites
être à l'écoute, tout est beau et rose. Je suis peut-être en train de vous critiquer, mais je me dis qu'aujourd'hui, le problème vient que la politique handicap est départementale. Qu'est-ce que vous, en tant que structure qui êtes là pour le bien vivre des personnes en situation, vous attendez pour dire on arrête de faire une politique départementale pour avoir un axe national pour que tout le monde ait les mêmes mesures de partout. Là, j'ai un cas dans l'un. La maman a demandé pour ses 2 jumeaux une prise en charge, TND sévère les 2, refusé pour l'un, validé pour l'autre. Belle blague. Divorcé, son mari est dans le Rhône. La même demande. Dans le Rhône. 5 km d'écart entre les 2 habitations. Il a eu des validations pour les 2 et avis. Comment vous m'expliquez que pour un même handicap, j'ai l'impression qu'il y a du laxisme ou un manque de formation des gens dans les conflits, dans les commissions. Et pour le travail, c'est pareil. Pour les troubles psychiques, il ne faut surtout pas parler d'intégration d'élèves à l'école avec des troubles psychiques et encore moins dans le milieu du travail. Les adultes ou les jeunes adultes avec des troubles psychiques, des déficiences, etc. Moi qui suis dans de nombreuses associations autour de ça, dans les CLSM, on est très mal écouté. Et moi, ça fait 1 an que j'attends, au niveau de la MDPH de l'Ain, une place en tant que membre dans la commission CDAPH. On m'a dit, si vous arrivez, vous allez foutre la merde. En fait, non, on va juste dire la vérité parce qu'on sait ce que c'est que de vivre avec un handicap. Je suis désolé de vous froisser à 10h30 du matin, mais voilà, mon message, il est fort et je pense que beaucoup doivent être en accord avec ce que je viens de dire. Merci Florian. Comment, par rapport à ce qui aussi, par rapport à hier, comment ça serait bien de ne pas discuter que la dernière intervention. Hier, on a eu un peu ce biais-là, et donc voilà, essayez de vous remettre en tête aussi les différentes interventions, et puis qu'on puisse créer une discussion sur l'ensemble de ce que vous avez entendu ce matin. On prend plusieurs questions d'affilée et puis après on laissera les intervenants répondre. Voilà, et comme il y a beaucoup de réactions, je vous propose d'essayer de rester bref dans vos interventions. Merci. Oui, je vais essayer d'être bref. Je voulais réagir par rapport à l'intervention de Liliane Pelletier. J'aurais voulu en savoir un peu plus sur ce qu'est devenu Guy. Bon, il y a eu plusieurs expériences d'intégration qui se passent relativement bien dans la restauration avec des personnes en situation de handicap. Par exemple, les cafés joyeux, il y en a d'autres. Et j'aurais voulu savoir en particulier, si j'ai bien compris, qui cherche à devenir commis de cuisine. Et j'aurais voulu savoir le niveau de qualification qu'il va avoir avec la reconnaissance des acquis de l'expérience. Est-ce que c'est l'équivalent d'un CAP? Est-ce que c'est un certificat de qualification professionnelle? Merci. Jacques, à distance, tu peux poser ta question rapidement. On t'écoute. On t'entend pas, Jacques, pour l'instant. Ouais, là, vous n'avez pas mis super, le on micro. t'entend. Pour la dame, je ne sais pas son prénom, et monsieur le dernier l'a parlé. On va dire pour petit 1, disant, on va dire, mais si on envoie dossier sur Fusée, et là, on ne savait pas, on va dire qu'on mandate des trucs, on ne savait pas, on n'avait plus, on fait appel. Moi, je n'ai jamais fait appel de quoi demander, parce que c'était pour moi personnel, on va dire matériel pour travailler, lire et écrire, que je ne sais pas faire. Et ça, je ne savais pas, on n'avait plus le faire. Bon, madame, avec la cuisine, désolé, je ne retiens pas les prénoms. Liliane. Tu vois, collègue. Bah, oui, c'est que, on va dire, en France, on va dire, les gens compris, la peur, on va dire, prendre des gens handicapés, mais suivi au début avec le CAT ou quoi. Bon, moi, dit CAT que j'ai connu ça. Pour les prendre, parce que eux me payent un amende à plein les prendre, parce que là, tout à peur, on n'est pas capable, voilà, on ne peut pas suivre le travail ou quoi. Et ça, bon, c'est bien que vous faisiez, c'est que par ici, on va dire en France, par nous, toute la France, c'est plus dur. Voilà. Merci, Jacques. Bonjour. J'ai bien apprécié toutes vos interventions,
Mais c'est vrai que j'ai une question en particulier pour le monsieur de la MDPH. Si j'ai bien suivi, comme j'envisage pour la rentrée 2025 de reprendre mes études, il faut que je me rapproche de la MDPH pour savoir quelles sont les aides qui peuvent m'être accordées, c'est ça? Oui, je vous invite d'ailleurs, parce qu'on a des rendez-vous avec des professionnels dans l'insertion professionnelle. C'est pas dans le 29. Ah, c'est pas dans le Finistère? Alors, je connais pas votre département, mais je vous invite en tout cas à vous renseigner auprès de votre MDPH qui propose peut-être des rendez-vous pour l'insertion professionnelle et les différents droits pour vous accompagner, en sachant que on demande aussi aux personnes de se rapprocher de Cap Emploi, voilà, aussi sur l'insertion professionnelle. Bonjour, Nicolas Joncourt, je suis animateur dans un groupe d'entraide mutuelle à Quimper. Et juste pour relayer ce que disait la personne qui a intervenu en premier sur les questions, deux adhérents administrateurs de notre association sont intervenus comme les proches, les familles, dans l'arbitrage des dossiers MDPH. Et ils ont dû abandonner cette position qui leur tenait à cœur parce que la forme que cet arbitrage a pris demande d'avoir pleine possibilité d'attention, pleine possibilité de compréhension des enjeux et d'acceptation de ne pas pouvoir intervenir dans tous les dossiers qui sont pré-traités par l'administration, ce qui est normal, évidemment. Et du coup, l'abandon de ces postes a amené une amertume chez eux, non pas vis-à-vis de la MDPH, mais vis-à-vis de la non... comment dire, le fait de ne pas tenir compte de leurs propres difficultés, alors que partout, l'expertise des personnes concernées, et en l'occurrence dans le GEM à Quimper, c'est des personnes en difficulté psychique. Voilà. Et pour accueillir et pour faire en sorte que ces personnes puissent participer pleinement, il faut pouvoir aménager l'accueil et leur permettre de travailler les choses en amont. C'est tout. C'était pour dire que ce n'est pas forcément idéal la position de sélection. Voilà. Merci. Jennifer Fournier, moi je suis membre du collectif Cap Droit et j'avais plutôt une remarque, question qui s'adressait à Hugo Dupont. Tu situes à la fois le besoin et le droit, hein, tu différencies le besoin et le droit. Je vais le dire avec mes mots, mais peut-être ça appellera un commentaire de ta part. Tu dis il y a des besoins d'accompagnement qui font écho à l'expertise technique des professionnels qui accompagnent, puisque c'est eux qui connaîtraient les besoins d'accompagnement. Et puis de l'autre côté, je l'ai écrit comme ça, il y a le droit à une école inclusive qui serait du coup plutôt du côté des parents ou de ce que peuvent attendre un certain nombre de parents ou même d'ailleurs de jeunes personnes en situation de handicap. Et je me disais peut-être aussi qu'il y a là une opposition qui appelle à un changement de culture professionnelle. Les professionnels du médico-social ont une expertise technique du côté de la compensation des besoins individuels des personnes. Et peut-être qu'il y aurait pour aller du côté de l'école inclusive, un besoin de changement de culture professionnelle pour aller du côté de rendre accessible l'école. Et donc, on n'intervient pas au même endroit, on n'intervient plus au même endroit. Ça fait d'ailleurs écho à ce que disait Liliane sur les AT éphémères. On n'est plus spécialiste des besoins des enfants qu'il faudrait compenser, mais on deviendrait... et il y a une expertise multiple, y compris celle des parents, à mon avis. On devrait travailler ensemble
à rendre accessible l'école. Et donc, ça implique les enseignants, les travailleurs sociaux et les familles. Voilà. Et qu'il y a là peut-être aussi un travail de changement de culture professionnelle à enclencher pour que ça aille mieux. Merci. Il y avait une réaction ici. Oui, bonjour. Pierre Dubois, je suis président du collectif des associations de personnes handicapées du Finistère. Et peut-être ça peut être intéressant, j'ajoute que j'ai présidé la commission des droits et de l'autonomie pendant près de 2 ans à la MDPH. Alors vous avez parlé, madame, de modèle de la MDPH 29. Je pense que la MDPH 29 a pu être un modèle il y a quelque temps, avant que la CNSA vienne déshabiller le règlement intérieur qui avait été voté à l'unanimité et qui permettait d'avoir une vision sur l'ensemble des dossiers. Bon, ça mis à part, je voudrais intervenir peut-être justement entre les 2 propos MDPH et sur la scolarisation. En tant que président, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des dossiers présentés avec des élèves en scolarité qui avaient des AESH, enfin AVS à l'époque ou AESH maintenant, dans lesquels il y avait un certain nombre d'heures qui étaient données. Les résultats étaient tout à fait corrects de l'élève et l'équipe pluridisciplinaire, par rapport à des résultats qui semblaient corrects, etc., son propos était de dire on va diminuer le nombre d'heures. C'est-à-dire qu'on se rendait compte que ce qui avait été accordé à l'enfant fonctionnait plutôt bien. Et du coup, comme ça fonctionnait bien, on avait l'impression qu'il fallait diminuer les choses. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Alors, on parle souvent, et l'équipe pluridisciplinaire souvent donne comme argument l'accès à l'autonomie. Mais l'accès à l'autonomie n'est pas seulement quelque chose pour les personnes handicapées à l'école, c'est pour tous les élèves. Donc, autant pour l'élève handicapé que pour les autres. Et donc, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi on cherchait à diminuer des heures de soutien à des élèves pour qui les résultats, avec ce soutien, étaient normaux, corrects. Peut-être une dernière. Après, on reprend le temps du retour. Merci, je vais être bref. Je suis Fabien Romancère. Une petite question pour Monsieur Dupont. 2 ans et demi d'études, c'est long, mais en même temps, c'est pas long. Ça passe beaucoup, c'est très riche. Merci pour votre retour. Moi, je m'interrogeais sur le fait, est-ce que vous avez eu l'occasion sur le terrain de rencontrer les enfants ou les adolescents et puis d'écouter un petit peu leur vécu, comment est-ce qu'ils vivent ces projets-là? Et est-ce qu'ils ont des idées? Est-ce qu'ils ont des réclamations? Voilà. Ouais, peut-être. Ouais. Oui, quelques instants. Juste une remarque au sujet de l'intervention de M. Dupont. Moi, je suis directeur de l'IME de Kerlaouen à Landerneau. J'étais surpris et choqué par le propos. Voilà, parce que je trouvais que c'était caricatural, cette opposition entre des professionnels qui seraient réticents et des parents désireux d'inclusion scolaire. Nous, à l'IME, il y a de l'inclusion scolaire. On travaille avec 3 établissements scolaires. Mais les parents ne sont pas obligatoirement favorables déjà à l'inclusion scolaire. On les accompagne sur le sujet, mais souvent, ils ont vécu des choses très douloureuses parce que le handicap de leur enfant a été nommé et déclaré lors des premiers temps de scolarisation, où ils ont vécu quand même une exclusion de l'école. Et nous, on vient leur redire, aujourd'hui, il y a une transformation de l'offre, des institutionnalisations, excusez-moi, je vais y arriver. Et donc, on va retravailler avec l'école. Mais beaucoup de parents nous disent, mais non, on ne veut plus y retourner là-bas. Trop violent, ça a été trop brutal. Donc, et après, on collabore avec les parents, on travaille avec leurs choix, avec leurs désirs, et on accompagne ces choix et ces désirs. Voilà, je tenais à le dire quand même parce que le propos me surprend. Merci. Merci pour ces questions. Je vous laisse répondre peut-être par ordre d'arrivée. Bien, merci pour tous ces commentaires, toutes ces questions. Alors, je vais commencer par la dernière. Encore une fois, j'insiste, c'est quelques cas, c'est-à-dire vraiment des moments de conflit où j'ai cherché à comprendre comment se faisait-il que, effectivement, dans les propos, on interroge tout le monde est d'accord sur l'inclusion, en fait. Si je demande à n'importe qui, presque,
presque. Presque tout le monde est d'accord sur l'inclusion scolaire. Mais quand il s'agit de rentrer dans la façon de faire, effectivement, là, il y a des conflits. Et je comprends que mes propos puissent vous choquer, mais encore une fois, j'ai des verbatims, hein, alors je peux vous les lire. Alors peut-être que c'est une MD. Alors j'ai fait ça dans 2 départements différents. Peut-être que ce sont des MDPH qui dysfonctionnent. Je veux bien l'entendre. Mais j'ai quand même. Alors je les cherche, je vais les trouver. Non, ça c'est les enseignants. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça doit être là, voilà. Situation, alors ça c'est une personne d'un IME, hein, justement, qui dit ça, situation familiale très complexe. Un papa qui a beaucoup plus conscience du profil de son fils et qui accepte l'orientation IME. Une maman qui veut arrêter l'IME. Et donc la maman demande une scolarisation, ce qui est complètement fou. Juste au niveau du profil de l'enfant, c'est juste fou. Voilà. Donc vous voyez, le père accepte l'IME, il a conscience. La mère n'accepte pas, c'est fou. Vous voyez cette opposition, cette façon de... Voilà, ça je l'ai entendu, d'accord? Donc c'est peut-être du dysfonctionnement, mais c'est aussi une réalité quotidienne que j'ai pu observer, et pas qu'une fois. Mais j'entends tout à fait ce que vous dites. Comment? Si je peux me permettre de compléter, Hugo, puisque je travaille aussi sur ces questions, il y a aussi une confrontation claire entre l'inclusion qui devrait être et les moyens donnés à l'inclusion. Pardon, alors je t'ai coupé l'air sous le pied. Non, mais absolument. C'est-à-dire que quand elle dit c'est complètement fou, elle dit c'est complètement fou dans l'école telle qu'elle est, dans l'école dans laquelle va aller cet enfant. C'est-à-dire, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend aussi des configurations locales. Et c'est pas intrinsèquement c'est complètement fou d'envoyer cet enfant à l'école dans une idée républicaine de l'école telle qu'on se la fantasme. C'est là, précisément, dans cette configuration locale-là. Ce qui peut s'entendre d'ailleurs, ce qui peut s'entendre. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser qu'on demande aux enseignants de faire de l'inclusion et ils le font dans une école qui n'est pas inclusive. Donc c'est compliqué, hein. Et c'est là justement où je rebondis sur la question que tu m'as posée, sur effectivement rendre accessible l'école. Alors c'est tout l'enjeu, je trouve, de ces dernières années, notamment de 2 dispositifs que j'ai aussi observés, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas vraiment le temps de développer, mais c'est justement ce qu'il y a d'intéressant dans les unités d'enseignement externalisées, qui cherchent à remettre des enfants d'établissements spécialisés, c'est justement ça le but, à l'école ordinaire, via un dispositif qui fait pont, qui fait passerelle. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit des éducateurs aller dans l'école, discuter avec les enseignants, et c'est intéressant parce que quand on fait un petit peu de socio-histoire, on s'aperçoit que le champ éducatif et le champ enseignant, scolaire, se sont développés depuis le 19e siècle de manière parallèle, voire parfois concurrente. Et donc de voir ce rapprochement est tout à fait intéressant. Ça ne va pas se faire tout seul, hein. Ça ne se fait pas tout seul d'ailleurs, ça ne se fait pas tout seul. Mais c'est en train de se faire via justement ce type de dispositifs qui sont tout à fait intéressants. Il y a aussi les EMAS, par exemple, les équipes mobiles d'appui à la scolarisation. Alors là, c'est autre chose. Je dirais que c'est davantage pour éviter qu'un enfant ait une établissement spécialisé, puisque là, c'est l'équipe enseignante de l'école ordinaire qui peut faire appel à des compétences issues des établissements spécialisés, donc des compétences médico-sociaux, pour leur dire « venez m'aider à m'adapter, à faire en sorte qu'on puisse garder cet enfant dans l'école. Parce que moi, j'y arrive pas, je ne suis pas suffisamment formé, j'ai perdu l'énergie, etc. » Donc là aussi, c'est tout à fait intéressant. Effectivement, ce sont des expériences, ce sont des dispositifs, c'est plus que des expériences, ce sont des dispositifs généralisés, qui sont tout à fait intéressantes à observer et voir cette rencontre entre le spécialisé et l'ordinaire se faire, et à mon avis, tout à fait intéressant. Donc effectivement, je te rejoins. Bon, après, sur la baisse des AESH, alors c'était plus un commentaire qu'une question. Alors, je ne sais pas trop quoi en dire. Bon, effectivement, j'ai déjà observé ça en CDAPH avec des arguments, dire mais l'AESH, c'est une béquille, mais justement, l'objectif, c'est de lui apprendre à marcher, donc il faut enlever progressivement la béquille. Voilà, c'est des choses, effectivement, que j'ai déjà entendues. Bon, je ne sais pas vraiment quoi en penser en tant que sociologue, hein, je n'ai pas vraiment d'avis à avoir, mais effectivement, on a parfois cette idée-là, alors qui me semble être de moins en moins, crédible dans la mesure où, effectivement, c'était à un moment, ça fait 15 ans que j'ai commencé à travailler sur ces questions, donc c'est
c'est des choses que j'ai entendues il y a assez longtemps d'ailleurs, où c'était un moment où on se disait, mais au lycée ou à l'université, il n'y aura plus d'aide. Enfin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de toute façon, on peut apporter toute l'aide qu'on veut. Là, nous, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Or, c'est moins le cas. C'est-à-dire que les dispositifs, les aides, etc., se développent partout, dans l'entreprise, à l'université, dans le secondaire, dans les lycées, etc. Donc, peut-être que ce sont des choses qui s'entendent moins aujourd'hui, en tout cas, qu'on peut plus facilement dire, bon, enfin, qui sont peut-être moins légitimes. Alors, rencontrer les enfants. Dans ce travail-là, non. Ils sont difficilement rencontrables, les enfants, tout simplement parce qu'ils ne sont pas, pour la plupart, pour l'extrême majorité, à ces réunions. Et j'en ai été très surpris, et c'est un résultat d'enquête, de le constater, de dire que, alors bon, quand il a 4 ans, on peut comprendre, quand il a 13 ans, 14 ans, c'est vrai que j'ai été surpris, et c'est un de mes résultats d'enquête, de voir qu'il n'était pas systématiquement présent, et voire rarement présent. Voilà. Qu'en dire, je ne sais pas, mais voilà. Oui, alors merci pour vos questions. Je vais commencer avec la réponse apportée à Jacques. Je pense que, puis ça fera lien, je pense, avec celle d'Hugo. Je crois qu'on est vraiment sur une nécessité d'un changement paradigmatique. Jacques évoquait la question de la peur des entreprises, la peur d'avoir à accueillir quelqu'un qu'il considère comme avec des incapacités, et donc qui fait peur parce que peut-être différent, et cette notion de tenir compte de la diversité d'une société et de la prendre en compte à bras-le-corps, je dirais, ça me fait penser à l'expérience et à la rencontre de la directrice des ressources humaines quand je suis allée la première fois à Carrefour et que j'ai présenté le projet donc à la DRH, qui m'a dit Banco, ça m'intéresse, c'est une super aventure, allez-y, je vous donne carte blanche. Et quand je lui expliquais que non, c'était pas comme ça que ça pouvait se passer, que carte blanche c'était une bonne chose, mais que s'il n'était pas partie prenante dans l'aventure de façon active et acteur, ça ne pouvait pas fonctionner. Alors là, les réserves ont été un peu plus grandes, de dire qu'ils avaient déjà eu l'occasion d'avoir des inclusions réussies de personnes en situation de handicap avec des déficiences auditives, avec des déficiences motrices. Mais la question du déficit ou de la déficience intellectuelle, ça c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais mis en place. Et donc la question des représentations, elle s'est jouée beaucoup. Donc là, le pari a été de se dire qu'on avait tous à apprendre les uns des autres et qu'on allait fonctionner de cette façon-là. Parce qu'il y a des transformations d'organisation d'abord, il y a des transformations de regard ensuite, et qui amènent à des transformations de pratiques et qui vont contribuer à transformer les représentations sociales et collectives de chacun. Donc oui, je comprends très bien ce que tu évoques, Jacques, et je crois que pour poursuivre la question qui m'a été posée, je ne suis pas sûre de ton prénom, donc je ne vais pas dire de bêtises sur le niveau de qu'est-ce qu'est devenu Guy et que devient-il aujourd'hui. Alors, quand il s'agit de ce protocole des actes éphémères, sa mise à disposition a été actée en novembre 2021 et avait été actée jusqu'en novembre 2023 auprès de la cuisine centrale. Donc, ça a été renouvelé par plusieurs fois avec l'idée de participer à comment on aménage la suite dans un parcours continué, mais plus en cuisine centrale. Et ça a donc fait l'objet d'un travail de réflexion sur comment faire pour qu'ils puissent aussi participer à un déménagement pour pouvoir accéder à un autre métier hors de la cuisine centrale qui était proche de là où il habitait. Donc on est en travail là-dessus. Aujourd'hui, il n'est plus en cuisine centrale, mais il n'est pas encore commis de cuisine quelque part. Donc on est dans cet entre-deux qui fait que le travail sur le microsystème, sur cet environnement proche, il a été réussi, mais on a besoin de travailler à ouvrir sur le mésosystème, et on organise pour cette raison-là en novembre 2024 une journée d'études avec les partenaires plus éloignés, on va dire, le Cap Emploi, l'emploi accompagné, parce qu'il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir. Les obstacles, on les a vus avec l'école, ils sont nombreux et variés. Les obstacles, ils sont organisationnels, ils sont de type des représentations, mais ils sont aussi
financiers et humains. La question des AESH a été évoquée. La question des moyens financiers, elle est redondante, mais quand même, si on avait des classes plus grandes et des moyens financiers plus grands, sans doute que la réforme de l'école pourrait sans doute être plus facile à mettre en place pour que l'école soit peut-être un peu plus inclusive qu'elle l'est aujourd'hui, à la question de la formation, mais je crois que ce n'est pas tout. Donc pour répondre à la question, son niveau, pour la dernière question, sur la question du niveau de qualification, on est rentré par le référentiel de compétences, donc différents et compétents réseaux, sur la fiche de poste agent de restauration. Donc ce sont ces compétences-là qu'il a acquises avec une certification et non pas un niveau de qualification CAP, mais aussi avec un autre référentiel qui s'appelle RecTech, qui est utilisé par différents et compétents réseaux, qui est un référentiel de référence de compétences transversales sur tout ce qui est savoir-être et savoir-vivre, et qui va être utilisé quels que soient les postes de travail et quels que soient les métiers. Vous avez dû voir, il y avait une parenthèse dans ma dernière diapo, effet brigade, qui n'a pas du tout été évoquée. Cette notion d'effet brigade, elle est liée aussi au fait que dans un univers de cuisine, on a aussi une manière d'appréhender les choses où les choses sont tâche par tâche et organisées de façon très séquencée, qui ne se retrouve pas dans les autres métiers qu'on a suivis, puisque tous les autres étaient dans le secteur de la vente. Et on a, par contre, dans le secteur de la vente, bien avancé sur des CDI, puisqu'on a 6 CDI sur les 8 travailleurs, et on a une personne encore en cours, parce qu'à Carrefour, une problématique autre se propose. C'est que la problématique de Carrefour, c'est qu'ils sont régis par un groupe, le groupe GBH, et ce groupe GBH a déclaré que n'étaient en CDI que celles et ceux qui avaient un niveau baccalauréat. Donc, on ne peut pas être en CDI quand on n'a pas le baccalauréat à Carrefour, en tout cas dans ce Carrefour-là particulièrement. Et donc, ça, c'est un autre problème de façon plus macro-systémique qu'il faut qu'on travaille avec les environnements. Merci. Alors, sur les différentes questions, j'ai commencé dans l'ordre. Alors, le monsieur pour les 2 enfants. D'accord, super. Alors, c'est une question qui est intéressante. Merci. Donc, c'est 2 enfants qui habitent dans 2 départements différents, mais qui ont 2 droits différents, c'est ça? Comment on explique quand même qu'une politique handicap qui est régie par une région, après qui est mise en place par des départements, ne soit pas identique, et qu'aujourd'hui, des troubles du neurodéveloppement, ou comme moi qui ai eu des troubles 10, là on a eu le cas avec des enfants, on leur donne des outils pédagogiques, mais on leur répond, n'achetez pas des ordinateurs trop chers et des reconnaissances comme Dragon, ça coûte trop cher. On avait à Clermont-Ferrand une université qui a créé un logiciel. On l'a fait couler parce que le logiciel était trop performant. Et après, on nous parle d'école inclusive, de travail inclusif. Moi, ça fait 30 ans que j'en entends parler. J'ai l'impression qu'on nous mène un bateau et que la barque, elle n'est pas bien pilotée. Je comprends. Alors, 2 éléments de réponse très rapidement. Le premier, c'est qu'effectivement, il peut exister des disparités entre les départements. La Caisse nationale, donc la CNSA, essaye de gommer ces différentes disparités pour qu'un enfant finistérien ait les mêmes droits qu'un enfant de votre département, par exemple. Et ma deuxième réponse, et là je vais faire un peu exprès pour grossir les traits, mais c'est un peu le principe de l'évaluation. C'est-à-dire que ces 2 enfants ne sont pas dans les mêmes contextes. On en parlait tout à l'heure. Peut-être que le premier, il est dans un contexte très favorable d'aménagement de sa scolarité, avec des professeurs à l'écoute qui sont formés à son handicap et qui savent mettre les méthodes en place pour adapter leur... Ah, mais je pensais qu'ils étaient dans 2 écoles différentes. D'accord, bah, du coup, je reste sur ma première réponse. Oui. On ne valide pas les choses. Voilà.
Mais Je pensais voilà. qu'il était dans 2 écoles différentes. Non, c'est pour ça. mais c'est juste les parents qui habitent dans 2 départements différents, mais vu qu'ils sont à D'accord, 5 je comprends. km d'écart, Oui. ils ont fait 2 demandes dans 2 départements pour voir qui c'est qui allait avoir plus de chance. D'accord, je comprends. Bon, bah, Comme à la loterie. Et après, alors il y avait une question du monsieur en visio sur comment faire un recours. Alors vous pouvez être conseillé par votre MDPH, qui ont aussi des conciliateurs qui peuvent vous accompagner. Il y a des réseaux d'associations aussi qui sont actifs dans ce domaine-là. Et après, il y a les conseils classiques. Type avocat, voilà, mais c'est pas toujours évident et financièrement c'est lourd. Après, sur les propos de Monsieur Dubois, sur le règlement intérieur, je pense que c'est pas le lieu ici. Il faut savoir que la MDPH du Finistère a quand même réduit ses délais de traitement à 3 mois moyens. On est une MDPH qui essaye de s'améliorer et qui s'améliore autant sur les délais de traitement que sur la qualité de service, avec des mises en place de choses innovantes et voilà, des échanges avec les personnes. On essaie d'améliorer notre qualité de service, ça c'est indéniable. Et il y avait un monsieur aussi sur l'accessibilité pour les personnes. Alors j'ai pas tout à fait compris, je pense, la question, donc je viens vous voir après parce que ça m'interroge, d'accord? Voilà. Moi, j'avais une question complémentaire. Non, c'est pas vous. Là, il faut vraiment qu'on arrête. Mais gardez votre question pour la suite des échanges, quoi. Voire pour le café, pendant le pause café. Bien, donc